Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakidembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, pour bien commencer la semaine, on fait un crypto trading. Et aujourd'hui, c'est la journée qui est consacrée aux plateformes blockchain qui nous permettent la création d'applications décentralisées, donc les dApps et l'émission de smart contracts. Et comme je vous dis toujours, ça c'est la catégorie où la compétition est vraiment rude et très féroce. Et là, vous allez comprendre pourquoi, vous allez le voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au Neo, au EOS, au Cardano et à l'Ethereum. Donc le plus connu étant l'Ethereum. Mais bon, peu importe l'ordre dans lequel on le donne. Mais ça, c'est une catégorie je veux dire, la compétition est rude, sauvage, et ça donne des coups de coude, et ça mord, et ça se griffe, ça se donne des gifles. Donc c'est terrible. Donc voilà. Bien évidemment, avant de commencer, je dois rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont l'Ethereum, le Cardano, le EOS et le Neo. Donc avant de placer un trade ou de faire un investissement sur une ou l'autre de ces cryptos, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées, réellement très poussé, et ça c'est un impératif. Pourquoi? Rappelez-vous que votre capital est en risque, que ce sont des actifs volatiles à rente variable, et donc d'un autre côté, on ne peut prédire quel peut être le retour. Et historiquement, ce que l'on a vu comme retour, ben, ce n'est pas dit que ça va, comment dirais-je, encore avoir lieu et se répéter ici en 2018. Donc soyez vraiment sûr d'avoir le risque sous contrôle et de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Et méfiez-vous des publicités mensongères sur YouTube, Internet ou peu importe, qui vous promettent des retours impossibles au quotidien, à la semaine ou durant le mois ou durant des années. Donc là, ben voilà, vous êtes seul à la tête de votre capital et c'est à vous à, comment dirais-je, prendre les décisions adéquate pour votre capital. Ok, donc voilà. Ici, comme je le disais déjà en entrée, c'est un lundi. Tous les lundis, c'est une section très complexe. Et déjà, avant de commencer, ben, j'aimerais remercier particulièrement Nadi et Johan. Donc Johan avec qui j'étais en train de converser il y a quelques instants, juste avant de faire l'émission, juste au moment où j'allais faire l'émission. Ben voilà, Johan, tu m'as envoyé pas mal de news ici, donc qui viennent compléter les news que j'avais déjà, d'autres que je n'avais pas vues. Donc ouais, pour éviter de faire des répétitions, que l'émission soit trop longue et faire du remplissage inutile, je vais synthétiser les différentes news que l'on va voir, et dans la description de vidéo, vous allez avoir tous les liens. Vous allez voir qu'il y en a énormément. Pourquoi? C'est une catégorie qui fait beaucoup parler d'elle, surtout dernièrement avec ce qui se passe au niveau du iOS, et vous voyez que la compétition, elle est très féroce. Donc, il y a énormément de choses à voir. Et merci aussi à Nadi, donc Johan et Nadi, un grand merci à vous. Nadi qui est toujours là en train d'apporter des news au quotidien, ainsi que comme d'autres personnes encore. Et donc voilà, donc on récupère un peu toutes les news que l'on a et on les classe par catégorie. Comme ça, bon, et chaque jour, il y a des news qui peuvent être complétées. Ce que moi, je ne vois pas, ben, il y en a toujours un autre qui va le voir. Donc c'est ça, la communauté. Donc un grand merci à vous. Donc ça, c'est super génial. Donc comme je disais, c'est une catégorie qui est très féroce. La compétition est terrible. Donc tout ceci, ben, voilà, vous allez avoir les liens en description de vidéo dans YouTube. Hein. Ok, donc ici, et pour d'un autre côté, ben, si c'est la première fois que vous croisez les vidéos ou le canal ou quoi que ce soit, ben, venez réellement regarder tout ce qui est en archive. Donc il y a énormément de choses pour vous et ça va vous aider, vous qui êtes novice, ça va vous inspirer, cela va vous orienter et ça va vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers. Et beaucoup de personnes me disent, mais pourquoi le comment de faire tout ceci, tout cela? Ben, là, juste lorsque vous posez cette question, c'est la différence entre un investisseur particulier, donc une personne qui tente d'avoir du capital et qui veut investir, et les professionnels. Les professionnels, d'un autre côté, ils savent tout ce qui se passe. Je vais vous prendre un exemple clé dans lequel j'investis hors des cryptos. On va prendre Apple. Tout le monde a un iPhone. Dans votre iPhone, vous pouvez appeler, recevoir des appels. Vous avez une webcam, enfin, vous avez une caméra, vous pouvez prendre des photos, des selfies et filmer, ainsi de suite. Imaginez-vous que c'est la compagnie Apple. Et imaginez-vous que maintenant il y a un litige au niveau de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, que la personne qui est censée lui faire les caméras a un problème directement, ça a un impact sur Apple. Imaginez-vous que Apple va lancer le iPhone 15, on va monter un chiffre, et ce iPhone 15, ben, il attend ses caméras, et ses caméras ne sont pas là. Attends, il y a une date qui est lancée, il y a un marketing qui est fait, les investisseurs sont contents, ils sont rentrés en masse, ils ont mis de l'argent en masse pour que Apple délivre cela, mais il y a un problème au niveau de la chaîne d'approvisionnement et les caméras ne sont pas faites à temps. Que pensez-vous qui va arriver à l'action d'Apple? Les investisseurs ne vont pas pardonner ça, et là c'est fini, mauvaise publicité et catalyseur dans les news. Et c'est quoi? Bon, on va voir quoi? Ben, de la volatilité, tumulte au niveau de la cotisation d'Apple, et le prix risque de chuter fortement. Pourquoi? Sur une news négative. Donc vous voyez que si là, imaginez-vous, vous êtes une personne qui était investie dans cette compagnie et que vous ne saviez pas qu'il allait se passer, enfin, qu'il s'est passé ceci et quels pouvaient être les dangers pour votre capital, c'est-à-dire vous avez Apple en portefeuille et là directement, ben, il se passe quelque chose, et ben là vous êtes cuit.
Oui, les mouvements peuvent être rapides. Donc le fait que nous, qu'on soit ici en train de surveiller tout ce qui se passe, vous voyez que moi j'ai des intérêts dans chacune de ces cryptos-là, principalement et de manière bien plus, comment dirais-je, heavy au niveau du Ethereum et du Cardano et ainsi de suite. Et mes outsiders, ce sont les deux que vous avez ici sur le côté, mais donc je veux savoir ce qui se passe et comment est la compétition. Pourquoi à n'importe quel moment, bah, Neo peut devancer Ethereum, Cardano peut devancer Ethereum, ou EOS peut devancer Ethereum. Donc il faut savoir toujours ce qui se passe. Donc aller rechercher les news, et ben, c'est ce qu'il y a à faire. Maintenant, pour un particulier, c'est beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que c'est beaucoup de choses pour un particulier? Parce que vous, un particulier, vous êtes seul. Vous avez une vie de famille, vous avez une vie professionnelle, donc vous travaillez, vous avez un business ou quoi que ce soit, donc là déjà vos journées sont bien remplies. Et maintenant, lorsque vous devez rentrer le soir, même pas le soir, avec les cryptos c'est 24 sur 24, et surtout ce sont des mouvements qui se passent en Asie, ben, vous devez être au courant, au jus de tout ce qui est en train de se passer et prendre des décisions à l'instar de ceux qui sont professionnels, donc des investisseurs accrédités qui, eux, ont des équipes d'analystes, ils ont des équipes de stratégistes, ils ont des équipes qui sont basées un peu partout dans le monde afin de suivre tout ça. Et donc voilà. Donc vous voyez qu'eux peuvent faire un travail, on va dire, de manière optimale, mais vous, investisseurs particuliers, bah, vous êtes tout seul face à tout ça. Et par moment, bah, même pas par moment, la chose la plus dure, c'est savoir où commencer. Et vous voyez que toutes les sources de toutes ces news-là sont anglo-saxonnes. Donc là, bah, déjà, pour une personne qui ne domine pas l'anglais ou bien ne sait pas s'y retrouver, c'est compliqué. Maintenant, on a des outils qui nous permettent de faire des traductions, ainsi de suite, mais ce n'est jamais fiable à 100%. Donc vous voyez qu'il y a énormément de travail à faire. Et vous, en tant que particulier, ben, là, je vous le dis et je vous le répète, vous devez faire le travail de 100, voire de 1000 personnes à vous, tout seul. Donc là, bah, c'est dédié comme je le fais au quotidien. Donc ce que je fais au quotidien, c'est pour vous montrer le modus operandi, la régularité, la discipline que vous devez avoir par rapport à vos investissements, c'est-à-dire être là tous les jours, savoir ce qui se passe avec vos cryptos. Donc vous voyez que là, mon portefeuille est quand même assez important. C'est quoi? C'est 20 cryptos maintenant, 18, 20 cryptos. Donc savoir ce qui se passe là-dessus. Donc c'est au moins 1 heure à 2 heures qu'il faut consacrer à ça. Donc vous mettez ça par semaine, c'est énorme, ça fait beaucoup. Et donc là, c'est ça. Donc là, c'est ça, c'est la chose qui va faire la différence entre le particulier et le professionnel. Le professionnel est toute une équipe qui suit cela, donc il gagne. Dans le long terme, il gagne. Et d'un autre côté, bah, le particulier, bah, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, il a entendu ceci, il a vu une vidéo de 3 minutes là, il dit ouais, il y a un buzz là-bas, ouais, on a parlé du Bitcoin ici, bah tiens, je vais mettre mes billes, ça va, non, ça va monter jusqu'à l'infini, bah non. Et après, il perd. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a tout ce travail qui n'a pas été fait derrière. Ouais, les analyses, ce n'est pas uniquement que tout ce qui est graphique. Vous avez bien vu qu'on termine toujours par des graphiques. C'est la dernière chose que l'on fait pour voir le prix, on en est où. Ça, c'est pour voir la psychologie de tout le monde, comment est-ce que tout le monde est en train d'évaluer cet actif. Mais notre travail, il commence avant. Ok, donc là, c'est une parenthèse que j'ai ouverte avant l'émission. Ben, là, c'est une parenthèse qui est utile parce que quoi, ce sont des mises en garde qui sont utiles, pardon, et ça évite des catastrophes. Ça, ce sont des catastrophes que j'ai vues se répéter dans ma trajectoire ici en tant que consultant. J'ai vu ça tout le temps. Et je vois que, ben voilà, là, j'ai vu ça tout le temps à travers, comment dirais-je, ben, à travers d'énormes clients. Et là, je peux vous le dire, moi, j'ai fait des consultings internationaux. Donc, sur tous les continents, j'ai eu des clients. Donc, je vois exactement ce qui se passe. Au niveau des particuliers, c'est toujours la même chose qui se répète. Parce qu'ils ne comprennent pas réellement le travail. Ils pensent que, tiens, j'ai du capital, je vais le mettre ici, ça va monter jusqu'à l'infini. Et maintenant, voilà, je suis pareil qu'un Goldman Sachs. Non, pas du tout. Vous êtes seul. Un Goldman Sachs, c'est une corporation internationale, c'est une multinationale. Ils ont des analystes partout. Et ils travaillent en collaboration avec des personnes comme Bloomberg. Oui, que chaque personne a un terminal qui coûte 25 000 dollars minimum par dispositif. Donc imaginez-vous que ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas le même capital, on ne parle pas des mêmes ressources ici. Voilà pourquoi eux, ils font le travail qu'ils font et ils sont là où ils sont. Et le particulier, ben, il a dur. Pourquoi? Ben, parce qu'il est seul. Et seul, il doit faire le travail de 1000 personnes et il doit être global. Ouais, donc là, voilà, donc là c'est un gros problème, donc c'est une parenthèse qui est nécessaire d'ouvrir. Pourquoi? Bah, pour comprendre le pourquoi du comment de ceci. Donc ici c'est une synthèse qu'on vous donne au niveau des news, comme ça vous savez exactement ce qu'il faut regarder. Rappelez-vous, ça va vous inspirer. Vous entendre si, ça, ah bah tiens, moi je suis investi dans ça c'est important, bah tiens, je vais aller voir ça, je vais creuser en plus. Pourquoi? Parce que rappelez-vous l'exemple que je vais donner avec la caméra d'Apple, là j'ai un intérêt. Si un développement ne se passe pas conforme à ce qui devrait se passer vis-à-vis de n'importe quel de ces projets crypto que l'on a ici, bah, il y a un problème. Et là, vous allez voir qu'il y en a des problèmes, particulièrement ici sur EOS et sur Ethereum, mais surtout sur le EOS. OK? Donc là, voilà, on y va. Donc tout ceci et tout ce qu'il y a, ben, rappelez-vous, si vous voulez encore en savoir plus, ben, vous voulez aussi vous savoir ben, qu'est-ce qui se passe, comment faire le travail, vous venez au www.ictune.com, vous avez les services et les solutions, vous allez avoir tous les liens ici dans la description de vidéo, mais là on va directement commencer avec ce qui nous intéresse. Donc on va procéder de la manière suivante. Numéro 1, on va faire l'état des lieux de la market cap et on va regarder les 4 cryptos du jour, en passant par le Bitcoin comme indicateur. Et après, vu qu'il y a énormément de choses à voir, on va commenter, donc faire une synthèse réellement de tout ce qu'il y a au niveau des news, donc principalement sont des news au sujet de l'Ethereum, du EOS,
du Neo et du Cardano, mais les news sont très importantes au niveau d'Ethereum et de l'IOS. Maintenant, dorénavant, vu que, rappelez-vous, je vous parlais de, tiens, il me fallait créer un huitième jour, vu qu'il y a pas mal de cryptos que j'aurais aimé rajouter, enfin pas mal, quelques-unes, deux, trois, mais ces deux, trois-là, ben, on va rajouter principalement sur les Zilliqa. Vous voyez que maintenant, Zilliqa est un nouvel outsider qui vient, donc en plus de l'Ethereum, de l'IOS, du Neo et du Cardano, ben, il y a le Zilliqa qui est là, donc aussi au niveau des dApps. Mais pourquoi est-ce qu'on va mettre le Zilliqa dans la journée Ethereum? Parce que le Zilliqa a trouvé la parade à un problème grave, un problème majeur qu'a Ethereum. Donc là, c'était au niveau du sharding. Et là, c'est quelque chose que Vitalik Buterin essaye d'implémenter dans la prochaine actualisation de la plateforme. Et donc là, ça en fait un compétiteur direct avec tout cela. Donc cette crypto était, même moi, je ne la connaissais pas. Elle venait de loin, elle a fait son entrée dans le top 100 et là elle est en train de monter, 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 monter. Et là elle a étonné pas mal de personnes avec ce qu'elle est en train de faire parce que son produit est déjà effectif et c'est la parade à un des problèmes qu'a Ethereum aujourd'hui. Donc vous voyez que tout n'est pas dans la puissance que j'ai au niveau du capital, c'est comment est-ce qu'on utilise ces ressources. Donc ici au niveau des, on va dire, des marges opérationnelles, hein. Donc là on va dire que l'équipe des Zilliqa est au top. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à faire cela. C'est une équipe super super expérimentée. Donc de la journée d'apps, maintenant on aura 5 cryptos, on va rajouter le Zilliqa. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, la compétition est rude et il y a un outsider qui vient de très loin derrière. Donc je ne sais pas quantième position ils sont, on va voir ça tout de suite et qui est le Zilliqa. Mais bon, aujourd'hui on ne va pas l'analyser, on le rajoutera la semaine prochaine, ça va être actualisé. Ok, donc voilà, donc état des lieux. On va faire une synthèse de tous les articles que vous voyez ici. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup, hein. Donc vous voyez que lorsqu'il y a trois têtes qui se mettent sur les articles, ça fait énormément. Et encore là, on n'a pas tout mis. Ok, donc là, le reste, vous aurez ça en description de vidéo et ça viendra au fur et à mesure. Ok, donc voilà. Et ensuite, on terminera par l'analyse technique et de price action pour voir exactement quel est l'état des lieux, comment ils sont au niveau des marchés, au niveau global. Donc numéro un, market cap crypto. Vous voyez que par rapport à ce qu'on a vu hier, ben, on est toujours quoi? On est toujours flat, on ne va toujours nulle part. Toujours les 275 milliards comme support et on a les 300 milliards comme résistance. Mais maintenant, vous voyez, on est à 280 milliards. Donc on n'a pas bougé. Regardez bien au niveau horaire. Donc si on prend le Bitcoin, au niveau horaire et 24 heures, on est à moins 1%. Donc pratiquement, c'est quoi? C'est flat. Si on le voit ici, c'est quoi? On est dans un mouvement horizontal. Donc tout simplement, c'est ça. Le Bitcoin se maintient à, vous voyez, 6500 pratiquement. Vous voyez qu'on a des fenêtres, ça peut être 6600, 6700 par rapport au Bitcoin, hein. Ça peut être 100 à 250 dollars au-dessus des 6500 ou 100 à 250 dollars en dessous des 6500. Donc c'est ça, donc on ne va exactement nulle part. Donc entre les 6700 et les 6300, donc on fait une moyenne, on aussi au niveau des 6500 et on le voit ici, on est quoi? On est flat. Alors maintenant, on va regarder les cryptos du jour. Donc Ethereum, maintenant en dessous de la barrière psychologique des 500 dollars, son prix 498. Au niveau horaire, on est flat, donc moins 0,36%. 24 heures, on est flat, moins 1%. Comment dirais-je, hebdo, moins 6,2%. Mensuellement, 26,3%. Et trimestriel, moins 5,3%. Et vous voyez ici, il y a un peu plus de volatilité, mais le mouvement est horizontal. Market cap en dessous des 50 milliards de dollars, 49,92 milliards de dollars exactement. Ensuite, directement, top 5, IOS, la crypto laquelle on va beaucoup parler aujourd'hui. Il y a énormément de news ici concernant le IOS, mais pas des news qui sont positives. Énormément de doutes avec ce qui est en train de se passer. Et donc, on a le IOS, son prix est de 10 dollars exactement. Rappelez-vous, 10 dollars, c'était un niveau qu'on voyait depuis pas mal de temps, depuis que IOS avait atteint les 23, 24. On parlait des 10 dollars. Ben voilà, maintenant, on y est clairement et concrètement, on est là aux 10 dollars, on y est. Donc, à partir d'ici, on va réévaluer la chose et voir ce qui va se passer réellement avec IOS au niveau de son prix. Et bien sûr, voir en parallèle avec les infos que l'on a, les news que l'on a et bien sûr, raisonnement critique ici, ben voir réellement, bah tiens, si oui ou non, il y a du bon au niveau du IOS. Il y a du bon, oui, mais pour le moment, vous voyez, il y a du bon dans le long terme, mais moyen, même plus que moyen à court terme. Donc moyen terme, ce serait quoi? D'ici à la fin de l'année, donc un semestre qui nous reste. Maintenant, court terme, ce serait quoi? De la journée au prochain trimestre que l'on a. Ici, ben là, il va se passer pas mal de choses et pour le moment, on va voir s'il peut se sortir de cette zone rouge ici. Donc son prix, 10 dollars au niveau horaire, on est flat, mais en négatif au niveau 24 heures à la baisse d'un peu moins de 3%, hebdo moins 7,2%, mensuel moins 17% et trimestriel à la hausse de 80%. Cette hausse que l'on voit ici au niveau trimestriel, on voit qu'on est pratiquement, oui c'est un peu plus d'un 100%, donc de 5 dollars à 10 dollars et des poussières. C'est quoi? Bah, c'était l'anticipation du lancement de sa mainnet. Donc on va voir maintenant donc, de sa plateforme blockchain, on va voir maintenant qu'il y a d'énormes problèmes avec cela et ça en fait pas quelque chose d'aussi décentralisé que tout le monde pensait. Donc là maintenant on va revenir dessus et voir réellement ce qui se passe. Rappelez-vous, faire une synthèse parce qu'il y a énormément de news, il faut aller énormément en profondeur là-dedans. Et ça, c'est quelque chose que je suis en train de préparer pour le Global Crypto Research, le troisième. Parce que si on a commencé à faire tout ce qu'on doit voir ici et aller détail par détail, je vous dis, on a une émission qui va durer toute la journée. Ça va finir en conférence ici, ça va faire une conférence de 8 heures. Je pense même pas que ça va être assez, on va devoir faire partie 1 aujourd'hui et partie 2 demain.
Donc ici, on voit qu'il y a un peu plus de volatilité, mais le mouvement est pareil. Market cap, on est en dessous des 10 milliards de dollars maintenant, 9,2 milliards. Alors on continue. Ensuite, on a Cardano. Cardano ici, 8e position, son prix 15 cents de dollars US, au niveau horaire on est flat, 24 heures moins 2,6%, hebdo en dessous des 10%, en négatif bien sûr, mensuel moins 35,4% et trimestriel moins 10,6%. Vous voyez le patron est exact, enfin exactement le même, on venait d'une résistance, on est tombé sur un support et là on est horizontal, donc on est scotché à ce support là, market cap 4,1 milliards de dollars et le dernier ici c'est le NEO. Neo ici 37 dollars, ouais, Neo qui était très haut et qui à un moment donné était en train d'osciller au niveau des 50 dollars, a perdu ses 50 dollars et maintenant est retombé aux 37 dollars. Donc là ça me rappelle le premier mouvement haussier que j'avais fait dans le Neo, donc c'était lorsque le Neo était en dessous des 10 dollars et pour qu'il monte aux 35 dollars, ben voilà, maintenant il a atteint la résistance que je voyais avant, ben maintenant c'est ce support là. Donc là il est revenu vraiment là où il était, donc on va voir tout ça au niveau d'analyse technique. Son prix, performance horaire flat, moins 0,6%, 24 heures flat en dessous des 1%, en négatif bien sûr, hebdo moins 15,5%, mensuel moins 35,4% et trimestriel ici moins 46,5%. Et ici le même patron, mais vous voyez qu'ici on va vraiment en descendant. On voit qu'on a perdu pas mal, mais maintenant on est scotché au support et on évolue de manière horizontale. Son prix market cap 2,4 milliards. Et maintenant, on va regarder le fameux outsider duquel on est en train de parler, et c'est le Zilliqa. Vous voyez que maintenant ici, il est dans le top 30. À un moment donné, il a fait son entrée dans le top 100, top 50, et maintenant dans le top 30. Donc une fois qu'on rentre dans le top 30, on est sérieux, et vous voyez que la market cap continue à monter, et comment dirais-je, le milliard est à l'horizon. Donc vous voyez que là, il y a pas mal de projets qui sont rentrés là. Donc vous voyez maintenant le Zilliqa, bientôt, ça va être dans le top 25. Top 25, ça va être dans le top 20. Une fois qu'on est dans le top 20, on devient sérieux, et là, on ne peut pas ne pas regarder le Zilliqa. Donc là, voilà, donc très rapidement, comme je l'explique souvent, vous voyez, il y a les leaders d'une certaine catégorie, la catégorie des dApps, smart contracts, plateformes et ainsi de suite. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des outsiders qui sont là. Donc vous voyez que dans votre money allocation, donc dans allocation monétaire, tout ce que vous allez faire, ainsi de suite, il faut toujours avoir une partie en cash. Vous voyez, lorsque je donne l'exemple de en ouvrir des parenthèses, on voit que l'éducation ne s'arrête jamais. Là, ici, c'est quoi? Là, c'est mon capital. OK? Je ne vais pas prendre tout et mettre tout, par exemple, dans l'Omisego. Non, le capital, moi, je le divise de manière intelligente. Vous voyez, même, on va dire, on peut faire ceci. On va dire que j'ai un capital de 100. Peu importe, c'est le capital que j'ai. Ça, c'est mon 100%. Ça peut être 1 million, tout ce que vous voulez. Ça dépend de chacun d'entre vous. 10 euros, 1 euro, peu importe. Non, 1 euro, on ne peut pas faire grand-chose. Mais bon, voilà. Vous comprenez que ça, on parle de capital. On ne met pas de chiffres ici. Après, c'est des pourcentages. Maintenant, ici, vous voyez que ça a été divisé en X parties. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Si je divise en 4 parties, ça peut faire ici 25% là, 25% là, 25% là. Et ici aussi, j'ai un 25% qui est divisé en deux. Donc ça me fait un 12,5 et ici un 12,5. Maintenant, la chose, c'est quoi? Ici, dans mon allocation, on va dire crypto, dans ces 25% ici, comment dirais-je? Dans ce que j'ai, ça, c'est tout ce que je vais mettre ici au niveau des cryptos. Donc, on va représenter ça par un B. Ici, on va dire que j'ai du cash. Là, ici, on va dire que j'ai des actions. Et ici, on va dire que j'ai des actifs refuges. Donc, d'un côté, on va dire que j'ai du gold. Et ici, on va dire que j'ai quelques bons d'État. Dans la partie que j'ai en cash, cette partie, elle est intéressante. Pourquoi? Imaginez-vous, ici, je suis investi dans, on va dire quoi, dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 cryptos. Et je vois un Zilliqa qui m'intéresse. D'où je vais sortir le cash, revendre ça en catastrophe, ou revendre ceci en catastrophe, ou sortir de là en catastrophe. Non. C'est pour ça que j'ai du cash. Maintenant, une partie du cash que j'ai ici, je vais le prendre pour me rajouter ici. Et j'ai maintenant une 7e crypto dans laquelle je suis investi. Donc là, j'ai le cash nécessaire pour être dans le Zilliqa. Oui, ça, c'est un simple money allocation. C'est simple et c'est basique. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de se compliquer. Il n'y a pas besoin de lire des tomes de 3000 pages encyclopédiques sur la gestion monétaire ou quoi que ce soit. C'est simple. Vous voyez, on garde les choses le plus simple possible. C'est ce qui est simple qui a toujours le mieux fonctionné. Donc voilà, vous voyez, là c'est simple. Mais après, chacun par rapport au capital qu'il a, il va s'adapter à ça. Donc vous voyez que maintenant, moi j'ai un nouvel actif qui est arrivé. Zilliqa, ça faisait quoi? Un petit mois que je suis en train de regarder ça. C'est super intéressant. Je sais, où je vais avoir l'argent? Non. Dans ma gestion monétaire, j'ai toujours une partie de capital qui reste en cash. Et ce cash, après, je peux le rebalancer dans mes investissements crypto, dans ce qui est action ou dans ce qui est, on va dire, actif refuge ou quoi que ce soit d'autre. Vous voyez, donc là, c'est ça. Donc maintenant, on va rajouter ici un Zilliqa et vous voyez que Zilliqa est en train de monter super bien. Donc ici, c'est 8 cents.
Au niveau horaire, c'est flat, donc moins 0,8%, 24 heures moins 2,7%, hebdo moins 17,2%, mensuel moins 38%, et ici, trimestriel 84%. Vous voyez que la montée que l'on voit ici au niveau du JDK, vous voyez, c'est comme des montées de certaines cryptos qu'on voyait ici, hein, Binance Coin, EOS, Tronix, ainsi de suite, qui ont réellement fait énormément parler d'elles, et le JDK en fait partie. Donc là, maintenant, voilà. Maintenant, la contagion de l'évolution et de la situation de l'écosystème crypto, voilà, ça les a contaminés, donc ça a été touché, ça les a touchés aussi, mais leur progression a été remarquable et ça, ils vont continuer à faire partie, comment dirais-je, à faire parler d'eux. Donc là, vous voyez qu'il y a certains projets qui sont en train de monter, donc le ZDK dernièrement, dans lequel je suis, dans le Bitcoin, et ainsi de suite. Ontologie, je le regardais depuis l'événement Neo, c'est quelque chose que j'étais en train de garder dans le coin de l'œil, mais j'ai pas encore étudié cela assez profondément, à mon goût. Le truc est bon, mais moi, j'ai pas fait assez de travaux dedans. Donc, il ne faut pas se mentir à soi-même. Si je ne sais pas exactement jusqu'où on va, j'ai vu une présentation, ok, c'était bien, mais Serge, t'as pas bien fait tes devoirs, donc il faut encore aller plus loin. Et c'est ça, il faut être cool, il faut être zen. Pourquoi? Il y a toujours des opportunités de rentrer à un certain moment donné. Donc après, c'est à moi à venir avec une stratégie adéquate pour voir si réellement je me dis, tiens, entre Néo et Ontologie, on va faire un petit 50-50 et on va rentrer dedans de manière réellement super intéressante et stratégique et intelligente. Donc voilà, là on a fait le tour de tout. Maintenant, avant d'aller à l'analyse technique et ainsi de suite, rappelez-vous le ZDK, on va l'introduire au niveau des analyses techniques et ainsi de suite la semaine prochaine. Maintenant, on va regarder ce qui se passe avec les cryptos du jour et qu'il y a beaucoup de choses à voir, donc on va faire des synthèses. La synthèse qu'on va faire, premièrement, on va se baser sur Ethereum. Ethereum, qu'est-ce qu'il y a eu? Comme vous le voyez ici, la semaine passée, il y avait pas mal de choses qui s'étaient passées à la SEC et CFTC, donc aux États-Unis, pour déterminer le statut de certaines cryptos. Vous voyez qu'il y a des gros problèmes au niveau de l'Ethereum et au niveau de Ripple. Pourquoi? Il y a eu des case filing en justice qui disaient que tiens, le Ripple était une sécurité. Et d'un autre côté, Ethereum aussi. Ethereum, pourquoi est-ce qu'on en parlait d'une sécurité? Parce que c'est une plateforme à travers laquelle il y a des personnes qui viennent investir. Pourquoi? Parce qu'il y a des ICO qui sont publiés. Donc, ICO, c'est quoi? Des nouveaux actifs, des nouveaux business models, des levées de fonds pour d'autres compagnies. Ça peut être des utility tokens ou quoi que ce soit d'autre. Énormément de choses sont créées à partir d'Ethereum. Donc maintenant, par rapport à ça, on va dire que Ethereum, c'est la maman de tous ces nouvelles ICO, donc utility token, security token que l'on est en train de voir aujourd'hui. On dit, tiens, Ethereum, c'est quoi alors? Donc là, il y avait un gros problème, déterminer son statut. Donc là, c'est un peu problématique. Et vous voyez un peu ici, vous voyez que c'est pareil. Dans l'article, on parle d'Ethereum et du Ripple ici. Donc maintenant, on va se focaliser sur Ethereum vu que c'est la crypto du jour. Qu'est-ce qui s'est passé? La SEC a décidé que Ethereum, non, Ethereum, ce n'est pas une sécurité. Donc pour nous, on ne va pas venir la réguler. Donc Ethereum peut continuer à vivre comme il vit. Et c'est aux investisseurs réellement à faire attention à ce qu'ils font lorsqu'ils vont investir dans ces diverses ICO, ainsi de suite. Donc Ethereum, maintenant, on va le laisser tranquille. Donc d'un côté, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi l'impact de tout ça? Ça fait que les gros investisseurs vont faire ouf. Et maintenant, on peut passer à une autre phase avec Ethereum et vous allez voir c'est quoi la prochaine phase à laquelle on est en train de passer avec l'Ethereum. Et vous voyez qu'en comparaison avec ceci, là vous avez ce que vous avez ici venant de Washington. Rappelez-vous, là où vous avez tout qui commence à être décidé. Donc on va dire quoi? Capitol Hill, tous les lobbies, tout ce qui est en train de se passer, les lois, tout ce qui est au niveau de législation. Mais là vous avez les reporters de Bloomberg qui sont sur place et qui rapportent la news, vu que quoi, ils ont assisté à cela. Et là, ils rapportent cela directement. Donc là, le statut d'Ethereum maintenant a été déterminé. Donc Ethereum, on va le laisser tranquille. Il va continuer à aller de l'avant. Donc vous voyez que par rapport à ça, vous voyez que lorsqu'on parle des ICO et des dApps qui sont créés, ici on a une news ici où on voit qu'il y a un shop qui a été créé. Pourquoi? Qui est basé sur le e-commerce, donc une plateforme qui a été créée pour permettre des paiements, mais encore bien plus facile. Et tout cela fait ici au niveau de quoi? Sur l'Ethereum. Donc vous voyez que là, réellement, il y a des choses qui continuent à se faire malgré tout ça. Et maintenant, on va voir, j'espère que maintenant qu'on a laissé Ethereum tranquille, qu'on va voir que cela va continuer à s'améliorer. C'est-à-dire qu'on va reprendre des activités et qu'on va être de l'avant. Vu qu'il y a toujours cette période d'incertitude lorsqu'on ne sait pas comment opérer vis-à-vis de la loi, vis-à-vis d'un État, d'un gouvernement. Et vu que c'est ça le gros problème des cryptos, ce n'est pas globalisé, ce n'est pas standardisé au niveau global. Alors maintenant, ici, avec maintenant la décision de la SEC que Ethereum n'est pas une sécurité, donc une sécurité c'est comme l'action de Apple, c'est comme un bon d'État ou quoi que ce soit, Ethereum ce n'est pas ceci, ça n'a rien à voir avec ça. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que maintenant aux États-Unis, il y a quoi? Il y a des grandes institutions et des grands fonds qui vont voir, qui vont lancer des futurs. Rappelez-vous, on a les futurs du Bitcoin. Bitcoin a déjà déterminé ce que c'était, donc décentralisé, ainsi de suite, donc il n'y a rien à faire, on ne peut pas réguler cette chose-là, on le laisse tel qu'il est, mais il y a une utilité, là on reviendra là-dessus aux journées SP Bitcoin.
Qu'est-ce qu'on a maintenant? Ben, avec l'Ethereum, on va lancer les futurs. Vous voyez qu'il y a le Grayscale qui a déjà les futurs de l'Ethereum, mais vous voyez qu'on n'en parle pas trop. Mais maintenant, voilà, on va pouvoir passer au next level. Rappelez-vous ce que je dis il y a quelques instants. C'est ça, on va passer au niveau supérieur. Et maintenant, on a le CBOE et le CME, donc ceux qui avaient déjà lancé les contrats futurs sur le Bitcoin. Ben, maintenant, comment dirais-je, ils vont lancer maintenant les contrats futurs de l'Ethereum. Donc là, maintenant, ils ont la porte ouverte pour pouvoir faire ceci. Et maintenant, ici, l'auteur de l'article parle d'une épée à double tranchant. Pourquoi? Parce que ça, il faut vraiment comprendre ce qui va se passer. D'un côté, ça peut être positif, mais ça peut être négatif. Pourquoi? On voit ce que ça fait avec le Bitcoin. Donc d'un côté, bien, ça ramène beaucoup d'institutions, vu qu'ils peuvent opérer de manière indirecte. On peut dire que les futurs sont un dérivé du sous-jacent, donc dans ce cas-ci, l'Ethereum. Mais lorsqu'on voit ce que ça fait au Bitcoin, on se dit, bah, tiens, est-ce que ça va faire pareil? La grosse montée, on a vu le lancement 11 et 18 décembre, la montée début janvier, et ensuite, boum, les shorts. Alors maintenant, on se dit, bah, tiens, est-ce qu'Ethereum va suivre réellement le même patron? Donc Ethereum, ouais, il y aura de l'enthousiasme, de l'engouement, boum, montée, et arrive à un certain montée, la baisse. Mais là, lorsqu'on parle de ça, on prend l'Ethereum de manière absolue, chose que l'on ne peut pas faire vu qu'il y a tout un écosystème crypto. Vous voyez que, bon, bien sûr, Bitcoin, c'est 40% de tout l'écosystème crypto, donc on a vu son importance. Donc maintenant, s'il devrait se passer la même chose, on devrait prendre l'Ethereum de manière absolue, et donc il ne serait même plus corrélé à tout le reste de l'écosystème crypto. Donc, il y aurait des mouvements complètement indépendants de l'écosystème crypto. Et là, je ne pense pas. J'ai bien dit, là, j'interjecte mon opinion. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui va se passer. Pour le moment, ça va rester là. Vous voyez que Bitcoin était très important. Maintenant, l'Ethereum est ultra important au niveau des ICO. Vous voyez que la plupart des, je ne sais pas combien de dApps ont été créés sur l'Ethereum et tout ça avec des ICO, des offres de jetons et ainsi de suite initiales. Donc là, c'est à travers Ethereum. Donc là, il y a énormément d'importance à ce niveau-là. Je pense que si Ethereum va devoir monter, bah, ça va être avec une montée, comment dirais-je, qui va être synchronisée avec tout le reste de l'écosystème, mais pas Ethereum indépendamment. Donc vous voyez que là maintenant c'est ça. Là maintenant, bah, il y a cette inquiétude. On se dit, bah, tiens, on a vu ce que ça a fait avec le Bitcoin. Oui et non. Donc maintenant, après, on se dit, lorsque tout va reprendre, lorsque tout va réellement atteindre un bas, oui, c'est ce bas-là qu'on tente de définir, donc notre point C, dans notre tendance à long terme haussier. Là, maintenant, on se dit, bah, tiens, bah, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Est-ce que si là, on atteint notre point C, est-ce que ça peut être positif et ça va être un booster en plus, un point positif en plus dans la montée future de l'Ethereum? Ouais, que là, maintenant, bah, les points d'interrogation sont ici et les doutes, ils sont là. Donc là, voilà exactement ce qui se passe. Donc ça, c'est les gros points réellement au niveau de l'Ethereum. Et ensuite, il y a pas mal de choses qui sont faites au niveau des développements. Donc, on va regarder ça rapidement. Pareil, donc là, on va aller en Russie. Et on va retrouver ma banque préférée ici, la Sberbank. Et avec Sberbank et Alpha Bank en Russie, ben, vont commencer à avoir quoi? Ben, des produits. Ils vont commencer à proposer à des clients, mais les clients privés. Rappelez-vous, ce sont des grosses banques, une grosse banque d'investissement et l'autre une banque commerciale, mais dans leur division private banking, donc gestion de patrimoine, donc banque privée, donc c'est pour des clients fortunés, des clients riches. Ici, ben, ils vont commencer à donner quoi? Ben, des services de fonds, donc de placement de portefeuille sur base de 6 cryptos. Ils en ont déjà défini quelques-unes, donc Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin, et deux autres encore arriveront. Et le tout, c'est quoi? C'est un fonds, donc un fonds de placement ici, à travers quoi? Ben, géré par des algorithmes. Donc ça, c'est ce que ces deux banques-là vont commencer comment dirais-je, à donner. Vous voyez que l'Ethereum aussi, ben, là-bas, ces grosses banques-là, on est en train de donner ça à leurs clients. Donc rappelez-vous déjà ce que Sberbank avait fait et ce genre d'institutions ont les yeux rivés sur les cryptos. C'est une nouvelle classe d'actifs et maintenant, vous voyez que ça commence à attirer pas mal de personnes. Donc là, ça va être inclus dans les produits offerts en banque privée. Donc là, on voit que ça commence en Russie, c'est déjà pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On va voir ici les banques centrales et c'est la Banque centrale d'Afrique du Sud qui maintenant va utiliser la blockchain Ethereum. Pourquoi? Ben, pour ses règlements internes et interbancaires. Donc là, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Et vous voyez qu'il y a deux entités qui interviennent. Consensus. Consensus est créé par monsieur, si je ne me trompe pas, c'est Joseph Lubin, qui est l'un des cofondateurs d'Ethereum, un ancien Goldman Sachs. C'est maintenant lui qui fait Consensus. Et maintenant, d'un autre côté, vous voyez que la SARB, donc c'est South African Reserve Bank, qui maintenant va utiliser d'un côté Consensus. Et ils vont utiliser quoi aussi? Il y avait un nom ici qui était revenu, Quorum. Quorum, rappelez-vous, c'est la blockchain privée de JP Morgan, enfin l'ex-blockchain privée de JP Morgan. Maintenant, c'est une entité à part entière. Donc, vous voyez que cette banque centrale en Afrique du Sud va bosser avec Consensus et Quorum. Et pourquoi? Ben, pour faire son projet. Donc, ils ont un projet qui s'appelle Coca, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, le projet Coca. Donc, qui est le projet blockchain de cette banque centrale. Et donc, voilà, donc elle va céder des deux. Le côté Consensus pour tout ce qui est technologie et Quorum, rappelez-vous que Quorum c'est basé sur la blockchain Ethereum et d'un autre côté il y a le côté privé, donc le côté privacité et anonymat de quoi? Ben, de Zcash. Donc voilà là ce qu'ils vont utiliser. Donc là c'est pas mal tout ça, de voir qu'il y a toujours de la chose qui arrive et vous voyez que les points clés
Privacy and transparency, donc avec le côté privé, ben voilà, vous savez exactement ça vient d'où. La performance et la rapidité que Quorum peut leur donner, et permission et gouvernance, ainsi de suite, tout ce que permet le blockchain. Donc, vous voyez que maintenant les banques centrales aussi commencent à le faire et on rentre dedans. Et ça, c'est encore des cas d'utilité pour la blockchain Ethereum avec les avocats qu'Ethereum a derrière. Donc, vous voyez des équipes comme Consensus et ainsi de suite. Alors là, maintenant, ben, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça c'est le dernier point super important, c'est le point pour lequel je vous disais que je voulais rajouter, enfin même pas je veux rajouter, on va rajouter le Zilliqa. Vous voyez que Ethereum a deux points clés qui sont en train de faire. D'un côté c'est le Casper et le sharding. Casper en résumé c'est quoi? Casper c'est améliorer la scalability, donc l'évolutivité au niveau des transactions. Ça veut dire quoi? C'est migrer du Proof of Work, donc du POW au Proof of Stake. Et donc là, maintenant, bah, c'est ça. Pour le moment, le Casper, c'est un hybride entre les deux. Donc d'un côté, Proof of Work et Proof of Stake. Et au fur et à mesure que le temps avance, vraiment être 100% Proof of Stake. Tout simplement, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle, ils ont appelé ça Casper. Et d'un autre côté, le sharding, c'est quoi? Ben, lorsqu'il y a des transactions et les différents nodes, ainsi de suite, qui sont là pour maintenir cette blockchain, et ben, que le tout soit fractionné. Et ça, c'est le sharding qui permet ben, que ce soit bien plus rapide. Rappelez-vous, le tout, c'est quoi? Pour qu'il n'y ait pas la même chose qui s'est passée lorsqu'il y avait les CryptoKitties. Donc que les CryptoKitties fassent quoi? Ben, que ça congestionne tout le réseau. Donc tout simplement c'est ça. C'est vraiment faire en sorte que les transactions et que le tout soit bien plus fluide et bien plus rapide. En gros c'est ça, c'est tout ce qu'il faut retenir par rapport à ça. On va dire voilà, vraiment résumé rapidement, ben voilà, la chose c'est ça. Et maintenant ça, c'est les nouvelles implémentations qui vont arriver au niveau d'Ethereum. Donc ça c'est les grosses news. Donc d'un côté, c'est quoi maintenant l'histoire? C'est où on fait le Casper d'abord et le sharding d'après, ou on fait les deux en même temps. On va voir comment est-ce que ça va être mis au niveau du calendrier. Donc en gros, c'est ça. Et ça, ce sont les grosses news que l'on attend. Pourquoi? Parce que ça ramenait réellement Ethereum à un niveau bien plus haut. Et bien sûr, c'est quoi? Ben, les carences et les lacunes qu'ils avaient, les bugs qu'ils avaient, ben, ici, on espère qu'avec le Casper et le sharding, ça va être amélioré. Mais d'un autre côté, rappelez-vous que Zilliqa a déjà le sharding et le sharding de Zilliqa fonctionne. Donc ça, c'est la chose. Donc ça s'améliore le niveau des transactions par seconde et ainsi de suite. Donc là, maintenant, bah voilà, on va commencer à regarder le Zilliqa en parallèle. Pourquoi? Parce que Zilliqa a ce que Ethereum veut faire, mais eux, chez eux, ça fonctionne. Donc vous avez vu l'avancée massive du Zilliqa. Donc là, ça, c'est tout ce qu'on a ici au niveau de l'Ethereum. Après, il y a de l'Ethereum face au EOS, ainsi de suite. Et ici, on va directement aller au EOS. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que EOS, ils ont lancé leur plateforme, mais avec un problème. Pourquoi? Rappelez-vous que donc, ils ont migré comme ERC20, donc de la blockchain Ethereum. Maintenant, ils ont leur propre mainnet. La chose étant, c'est quoi? C'est que maintenant, pour que cette mainnet soit établie et qu'elle soit bien structurée, il faut 21 producteurs de blocs. Donc, les 21 producteurs de blocs, comprenez que ça va être des supernodes. Maintenant, vous voyez qu'ils ont ce qu'on appelle le Proof of Stake. Eux, c'est le DPoS, donc Delegated Proof of Stake. Donc maintenant, c'est quoi? Il faut voter pour quels sont ces 21 blocs. Donc, qui vont être ces 21 supernodes pour maintenir la blockchain dans une phase initiale. Mais le gros problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que pour ce faire, pour pouvoir voter, tous ceux qui sont des investisseurs dans EOS, donc tous ceux qui ont des EOS tokens, s'ils veulent voter, ils doivent donner quoi? Leur clé privée. Et donner ma clé privée, c'est exposer ce que j'ai. Vu que c'est ça, le proof of stake, c'est prouver que j'ai une participation, donc c'est-à-dire prouver que j'ai des EOS tokens. Donc là, le seul moyen de pouvoir prouver ça, bah, c'est quoi? Bah, c'est ouvrir mon wallet. Donc là, ouais, ça, c'est le gros problème. Pourquoi? Bah, parce que c'est quelque chose, d'un autre côté, bah, qui ne se fait pas. Ça, c'est la règle d'or, hein, de jamais donner ses clés privées. Tu donnes tes clés privées, bah, vas-y, on va savoir ce qui va se passer. Et ça fait que quoi? Ben, d'un côté, le réseau EOS a été gelé durant un certain temps. La plateforme était prête, mais les utilisateurs, comme vous voyez ici, n'étaient pas prêts, bah, dû à ce gros problème-là. Comment faire réellement pour trouver ceci? Et on dit, bah, tiens, si tu ne pourvois pas tes clés privées, et donc on ne peut pas savoir, et que tu ne prouves pas que tu as réellement des jetons EOS, eh ben, tu ne peux pas voter. Et donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des EOS tokens et qui en ont même beaucoup, qui veulent voter, mais qui disent, bah tiens, la règle d'or dans le monde cryptographique, c'est ne donne jamais tes clés privées. Donc maintenant, il faut trouver une solution à ça. Donc avec là, maintenant, bah, voilà ce qui se passe. Et maintenant, le point négatif, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes se disent, mais comment est-ce que EOS, qui a réussi à faire ce qu'ils ont fait, donc lever 4 milliards en ICO et ainsi de suite, avec toutes les idées brillantes qu'il y avait, on se dit, bah, comment est-ce que Dan Larimer n'a pas pensé à ça? Vu que maintenant, bah, personne qui va vouloir donner ses clés privées. Alors maintenant, trouvent des solutions au problème qui seraient quoi? Bah, passer par des plateformes ou des programmes extérieurs, externes, qui te permettraient de prouver ce que tu as et de voter, mais sans pour autant divulguer tes clés privées. Mais là encore, c'est quoi? Ce sont des prouesses techniques. Et donc là, vous voyez que ça fait quelque chose de très fermé, vu qu'on va dire que la simple personne, même moi, je ne sais même pas comment elle fait, donc je vous dis clairement, lorsque je vois ça, je me dis, oh là, ça c'est une grosse prise de tête. Et c'est pour ça que je disais à pas mal de personnes, le gros lancement de EOS, ne pas être dedans. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes qui ont profité de ça, on a vu EOS arriver au 23-24, mais cette chose clé, ils ne l'ont pas faite. Donc ça, ils vont revenir rapidement à la baisse. C'était un mouvement spéculatif, pas basé sur quelque chose de solide au niveau fondamental.
C'est toute la hype qu'il y avait au niveau de EOS, tiens, détrôner Ethereum, ainsi de suite. Mais vous voyez que maintenant, ben, là, on y est. Là, la réalité, elle est là. C'est que EOS, oui, le projet à long terme, il promet énormément, magnifique, fabuleux. Mais maintenant, à l'instant T à laquelle on est en train de parler, il y a un gros problème. Et ça, c'est un problème qui se paye cher. Rappelez-vous l'exemple que j'ai donné au début avec les caméras d'Apple. Si c'est pas prêt, les investisseurs le payent cher, on sort. Et là, voilà, EOS, ils sont où? Donc là, ils reviennent au point de départ. Donc maintenant, ils doivent regagner la confiance et réellement arriver à quelque chose qui est net. Qui est net et qui fonctionne. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont fait au début, bon, au début, vous avez fait beaucoup de buzz, sur papier c'était magnifique, mais maintenant on arrive à une chose où on est là, on est au jour J, donc lancement de la mainnet au mois de juin, et il n'y a rien qui fonctionne. Et ça, dans le monde financier, ça se paye cher. C'est quoi? Migration du capital et la chose que vous avez vue. Donc on va regarder tout ça en graphique. Donc là, vous voyez que EOS, on ne va pas réellement aller plus loin, mais vraiment que les gros problèmes, tout ce qu'on a ici au niveau des articles que vous voyez du EOS et ainsi de suite, tout ça, ça parle de ça. Ça parle vraiment de ça, de ceux qui ont donc qui sont des holders du EOS, ainsi de suite. Bah, gros problème maintenant, bah, pourquoi? À cause de ça. Et ça encore une fois, bah, ça, gelé le réseau. Après, il y a d'autres news qui sont un peu plus cool. Comme ici, on voit qu'il va y avoir, maintenant qu'il y a le EOS, c'est là, il y a des applications décentralisées qui ont été créées. Ces applications-là, donc c'est, je crois que c'est les Ion Tokens, je ne sais pas comment on les appelle. Ils vont commencer à faire quoi? Des airdrops. Bah, pourquoi? Bah, tout simplement pour, c'était un projet marketing. Exemple, lorsque vous arrivez au supermarché, qu'il y a une nouvelle marque de saucisson ou un nouveau fromage qui est sorti, vous voyez des jolies hôtesses qui sont là avec un plateau et elles vous offrent des échantillons. Et si ça vous plaît, bah, vous allez en acheter un paquet de 100 grammes, de 150 grammes ou quoi que ce soit. Bah, ici, c'est pareil. Des nouvelles dApps sont créées. Alors, on fait un airdrop pour, bah, pour que les personnes en aient, qui l'utilisent et qui voient le bien que c'est. Donc, c'est juste ça. Ce sont des échantillons. De notre côté, vous avez encore Binance aussi qui vient de dire voilà, qu'ils vont supporter les Ion Tokens. Donc Ion Tokens, c'est comme Ethereum avec les ERC20. Maintenant, les Ion Tokens, bah, c'est tout ce qui, toutes les applications décentralisées qui vont être créées sur la blockchain de IO. C'est bon, voilà, ça va être des Ion Tokens. Donc peu importe le nom qu'ils vont avoir, bah, ils vont être catégorisés comme Ion Tokens, comme avec Ethereum des ERC20. Et donc là, Binance a dit que voilà, on va commencer à les supporter. Donc là, c'est en gros réellement ce qui se passe. On a donné le côté négatif, ça c'est le côté positif à cela. Maintenant, on va passer au suivant, on va aller à Neo. Et Neo, ouais, que dans tout ça, ben, Neo, une crypto qui, outsider, compétition féroce, mais lorsqu'on voit des problèmes au niveau de Ethereum, des problèmes au niveau du EOS, ben, Neo n'a pas ce genre de problème et ils sont en train de travailler pour pallier réellement à cela et aussi en train de faire des alliances clés pour continuer à avancer. Et là, vous voyez ici, c'est une alliance entre Neo et Ontology. Ontology, qui était une dApps créée sur Neo, ben, maintenant, ben, les deux vont joindre leurs forces. Pourquoi? Ben, vraiment pour aller, comme ils disent ici, faire la nouvelle face, le nouveau visage de la smart economy. Donc là, on parle un peu des deux, Ontology et Neo, ce que c'est, de la stratégie de leur partenariat, où ils vont faire un MOU dans lequel ils vont joindre leur stratégie et leur technologie pour continuer maintenant à aller de l'avant. Donc là maintenant ça va faire quoi? Ben, ça va ramener des améliorations, ça va ramener de la puissance dans les produits, dans leur technologie, dans tout ce qu'ils sont en train de faire et donc ça va encore consolider leur place là dans le top 10 ou top 11 et pourquoi pas maintenant venir monter et prendre, comment dirais-je, des places bien plus importantes. Vu que maintenant on voit la faiblesse d'Ethereum, la faiblesse de EOS et c'est le moment où les gens vont dire bah, tiens, Ethereum ok c'est bien, EOS ok c'est bien mais Neo et Ontology bah, c'est pas mal. Et surtout Zilliqa, ouais que moi c'est ça, j'ai vu Ethereum et EOS, bah, c'est en train de stagner, ok j'ai des bits dedans. Cardano est en train d'arriver fort, mais maintenant, ben, on va dire, je suis en train de rebalancer le portefeuille et dire, bah, dans Ethereum, bah, je suis bien, je ne vais pas bouger ici, tant qu'il n'y a rien de mieux qui est fait, mais maintenant, je vais regarder les outsiders. Les outsiders, ils sont là. Neo, Cardano et Zilliqa. Cardano, j'en parlerai même pas comme un outsider, qui sont très très puissants, mais par rapport au prix, vous voyez qu'ils sont en train d'arriver lentement, mais sûrement. Donc là, voilà. Donc ici, on voit que Neo est en train de faire des grandes choses. Pareil aussi, on voit que Neo et Binance, maintenant, ils ont des fonds d'investissement qui vont soutenir quoi? Ben, soutenir le développement de startups blockchain. Donc Binance a cette initiative et Neo aussi a cette initiative. Donc là, voilà que ils sont en train de mettre sur place des plateformes pour soutenir toute la nouvelle création de la technologie blockchain, ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal. Et rappelez-vous, on retourne maintenant ici à la compétition. Neo Ethereum, on voit ce qu'ils sont en train de faire. Donc Casper, Sharding, c'est les deux grandes choses qu'on attend pour l'Ethereum cette année-ci en 2018 et pour le moment, bah, c'est pas encore là. Donc fondamentalement, Ethereum, il n'y a rien. Ça, il faut le dire, il n'y a rien. Donc, il y a déjà ce qu'on a fait au début. Il y a l'alliance Ethereum donc qui vient de grandes corporations derrière pour soutenir Ethereum. Oui, des grands noms hein, comme Joseph Lubin de Consensus. On a vu Quorum et ainsi de suite. Bien, mais ce qu'on attend, c'est quoi? Casper et les sharding implémentés, fonctionnels, utilité et rapide. Là, on n'a pas encore vu pour le moment. Cela, c'est encore sur papier et les développeurs y travaillent. Donc, c'est toujours en phase de test. Ce n'est pas encore lancé au grand public. Mais d'un autre côté, Neo a des choses qui sont là, qui sont faites. OK. Et vous avez Cardano qui ont des choses qui sont faites, ok. Et vous avez Zilliqa qui ont des choses qui sont faites, surtout au niveau du sharding, qui sont faites.
Donc vous voyez, c'est ça. Ici, la compétition est ultra rude. Donc là, maintenant, on revient sur ces deux-là, Neo et Ethereum. Vu qu'on compare souvent Neo, enfin les deux, on dit que le Neo, c'est l'Ethereum chinois, et qu'on dit que réellement, c'est la véritable plateforme de référence au niveau d'application décentralisée de smart contracts qui pourrait, comme on dit, tuer Ethereum. Et donc voilà. Donc il y a deux gros blocs ici. Vous voyez qu'au niveau des articles, on peut écrire tout ce qu'on veut. On peut même dire que c'est Superman. On parle de Neo comme de One, ouais, comme Neo dans le film Matrix. Et donc voilà. Donc là maintenant, ben, les hostilités sont déclarées et maintenant, ben, on verra ce qui va se passer. Donc là, bon, on revient encore sur quoi? Ben voilà, ça c'est pour Neo, son futur. Donc là, c'est un complément à l'article qu'on a vu. Donc là, c'est tous les bienfaits qu'on lui connaît, donc on va pas revenir dessus. Là, c'est les projets, donc là, c'est pareil, hein, c'est en relation avec l'article passé, et on va finir ici avec le Cardano. Et maintenant, voilà, bah, Cardano, parce qu'on dit que pour Cardano, parce que ça pourrait être meilleur que Ripple et Ethereum. Pourquoi? Parce que Cardano, c'est une crypto puissante. Un, création d'applications décentralisées, donc les dApps, émission de smart contracts, numéro un, moyen de paiement. Donc ici, vous voyez que ça tape dans les deux. Ça tape, et même pas dans les trois, ça tape dans le Bitcoin. Mais ici, on va se focaliser au niveau des paiements interbancaires et particuliers, donc rapides au quotidien, ainsi de suite. Là, c'est plutôt le XRP. Donc ici, Cardano directement vient manger dans les plates-bandes du XRP et vient aussi manger dans les plates-bandes de Ethereum. Au niveau ici, application décentralisée, smart contracts, Cardano peut le faire et dit qu'ils vont le faire mieux. Et par rapport au paiement, bah, aussi rapide et bien mieux que le XRP. Donc là, voilà. Donc ouais, là, les hostilités, elles sont lancées et on y va. Donc là, vous voyez que Cardano, c'est encore quelque chose qui arrive, qui va encore de l'avant. Et comme on le dit ici, hein, c'est la troisième génération de crypto. Donc première génération Bitcoin, deuxième génération Ethereum, troisième génération Cardano. Et Cardano, c'est la porte pour la quatrième génération. Donc là, compétition très rude. Et maintenant, ben voilà, leur approche et comment ils travaillent, ben là, on le voit dans les articles souvent ici. Donc là, vous avez la compagnie qui est derrière, donc le IOHK. Ils sont en train de parler du développement de ce qu'ils sont en train de faire au niveau de leur projet blockchain. Et ici, vous voyez qu'on parle de quoi? On parle du côté privé. Donc là, au niveau paiement, le côté privé que peut avoir de Cardano, il peut l'avoir aussi. Pourquoi? Parce que le créateur, Charles Hoskinson, qui était ancien cofondateur d'Ethereum, qui avait commencé aussi à développer dans le Bitcoin au début de sa carrière, bah tiens, ils ont des projets comment dirais-je, en partenariat avec le Zencash, qui est une crypto qui vient, ouais, un peu comme le Zcash, qui vient apporter ce côté privé. Donc avec le degré de privacité peut être apporté par la technologie qu'offre une autre crypto. Rappelez-vous le Quorum, blockchain, la plateforme d'Ethereum, plus le côté privé de quoi de Zcash, et ben ça fait le quorum, donc là c'est parfait. Donc ici Cardano aussi a cela, et ce sont les conseillers, et ils sont là, je crois oui, ben, le Zencash c'est une dApps qui a été créée sur leur blockchain, donc voilà. Donc à tout moment, ben, ils peuvent implémenter ce côté privé ici dans le ADA via le Zencash. Donc vous voyez que tout est possible, mais ça c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Comme il le dit ici, un mot-clé, voilà, c'est ça. Privacy is a human right and has to be protected. Donc la privacité est un droit humain et doit être protégé. Donc pour lui, ben, tout ce qui est paiement privé au niveau des cryptos privés, ben, c'est quelque chose d'important. Et vous voyez ici, comme on dit ici, hein, même si le côté privé et anonyme a souvent été qualifié, donc on va dire puni, et on a peint une mauvaise image de par les géants de l'industrie financière, donc on pense au JP Morgan, ainsi de suite et tout ça, ben, c'est quelque chose dont tout être humain a droit. Rappelez-vous, lorsque vous payez avec du cash et lorsque vous payez avec des pièces, ouais, c'est du cash, ben, c'est privé. Ça n'a rien à voir avec lorsqu'on paye avec une carte de crédit ou de débit, et ainsi de suite. Maintenant, on sait directement, bah, tiens, que moi, Serge, j'étais dans tel établissement, j'ai fait tel paiement. Avec du cash, bah, quelqu'un peut sonner, bah, tiens, tu me vends ta paire de chaussures ou quoi que ce soit, bah, tiens, je lui descends la paire de chaussures ou mon ancien téléphone, il me donne du cash et c'est fait. C'est anonyme. C'est entre lui et moi. Oui, c'est de gré à gré. C'est ça le peer-to-peer économie. Mais maintenant, bah, les cryptos doivent nous donner le même degré d'anonymat. Et ça, c'est un choix. Vous voyez que je peux avoir des transactions qui sont publiques et des transactions là qui sont totalement privées. Et donc là, vous voyez que le Cardano bosse dessus. Vous voyez que là, maintenant aussi, Cardano, bah, vous voyez, comme ils sont aussi en compétition directement bah, avec le Dash, le Zcash, le Monero et le Verge. Donc là aussi, de la DAR rentre dedans. Maintenant, d'un autre côté aussi avec le XRP et d'un autre côté aussi avec l'Ethereum. Donc là, c'est vraiment quelque chose de grand et de fort. Donc là, maintenant, voilà, là, on revient ici sur leur développement. Ici, on parle un peu de tout ce qui est en train de se passer au niveau du trading par rapport au won coréen. Donc, rappelez-vous que tout ça, c'est asiatique. Donc là, exactement comment le trading se passe à Bithumb, qui est un des gros exchanges là-bas. Là, maintenant, c'est quoi? Charles Hoskinson. Ouais, il y a une grosse conférence blockchain au Japon, donc il va parler de tous les bienfaits de ce que c'est que le Cardano et des cryptos en général. Donc là, voilà, donc là c'est les événements à venir, hein, donc il va être là pour parler des bienfaits des cryptos, de ce qu'eux ils sont en train de faire. Et ici, qu'est-ce qu'il y a encore? Bah voilà, Ouroboros, ce qu'ils sont en train de faire eux au niveau de leur technologie blockchain. Bah voilà, maintenant il y a des comparaisons qui sont faites. Bah, pourquoi est-ce que le Ouroboros serait mieux que EOS et le Tron de TRX, qui font que EOS et le Tronix
Ça a été les cryptos qui sont fort montés hein, maintenant dans le top 10 et Cardano, vous voyez, qui sont juste derrière. Donc Cardano aussi est là. Je crois qu'ils sont numéro 7 ainsi de suite. Ils sont juste là. Donc il y a une compétition féroce ici au niveau du top 10. Et ce sont des cryptos qui ne sont pas très vieilles. Donc c'est moins d'un an pour chacune d'entre elles. Je crois que la plus vieille maintenant c'est EOS qui a tout juste un an. Et donc voilà maintenant exactement ce qui va se passer à ce niveau-là. Et comment est-ce que cette compétition va pouvoir avoir lieu. Donc déjà, on avait déjà compris que Cardano et EOS, c'est tout ce qui est smart contracts, applications décentralisées. Et avec le TRX aussi, ben c'est ça, TRX aussi vient aussi donner aussi ce qui est des smart contracts, applications décentralisées, mais plus dédié à tout ce qui est gaming et tout ce qui est divertissement et ainsi de suite. Mais la chose étant, c'est que ben voilà, à la fin, on est tous embarqués dans la même aventure, donc on est tous des compétiteurs. Et maintenant, ben, on revient un peu sur ce qui est en train de se passer. Vous voyez qu'on a vu Ethereum classique être listé sur Coinbase et maintenant on se dit ben, pourquoi pas le Cardano? Pourquoi? Ben, rappelez-vous que Ethereum classique et le ADA c'est la même compagnie, c'est IOHK, donc avec Charles Hoskinson à la tête. Donc c'est Input Output Hong Kong. Et maintenant ben, voilà, c'est eux qui s'occupent de l'Ethereum classique. On a vu ce listing là, on sait que ben, l'Ethereum classique c'est une crypto qui est très 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 aimé, on va dire là, avec le Grayscale, il y a déjà le ETF qui est prêt, ainsi de suite. Et ben maintenant, bon, on se dit, bah tiens, si cette compagnie, enfin si Ethereum Classic a pu le faire, ben, ils disent là ici, pourquoi pas le ADA? Vous voyez qu'on parlait de TRX à Coinbase, bon, il y a beaucoup de spéculation au niveau du TRX à Coinbase ou du XRP à Coinbase, mais XRP c'était plutôt par rapport à ce qui se passait à Capitol Hill, donc tout ce qui était SEC et ainsi de suite, voir exactement qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, on voit que souvent ça a été abandonné pour Ethereum, mais ça n'a pas encore été abandonné pour le XRP. Enfin, on pense que ça va être la suite logique, mais maintenant, tiens, on voit, on se dit, si ça c'est réglé, prochain listing, de qui ça va être quoi le prochain? Vous voyez que là, maintenant, pour Ethereum classique, c'est quelque chose d'excellent. Ça ramène plus de visibilité et ainsi de suite, plus d'exposition. Alors maintenant, imaginez-vous le ADA à Coinbase, qui est l'exchange principal le plus connu, le plus réputé aux États-Unis. Donc là, ça va faire quelque chose de grand. Rappelez-vous que tout ça, pour le moment, c'est asiatique. Comme on l'a vu, c'est BitHump, c'est toute cette région-là, Corée du Sud, Japon et ainsi de suite, et Hong Kong. Et encore, pas encore assez ici. Ok, donc enfin, quand je dis ici, c'est dans l'hémisphère ouest, hein. Donc voilà, donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à voir. On a synthétisé, mais vraiment, j'ai mis l'accent sur les choses qui sont clés, les développements qui sont clés hein, que l'on attend par rapport aux 4 cryptos du jour. Et vous voyez que la compétition ici, elle est rude, hein. Vous voyez que les journées les plus rudes ici, c'est la journée des DApps et c'est la journée lorsqu'il y a le Ripple et le Tron. Donc ce sont des grosses journées, mais c'est primordial, c'est impératif que vous, toi qui investis dans l'une ou l'autre de ces cryptos-là, tu dois savoir ça. Je sais, oui, l'aspect technique au pati pata, tu dois le savoir. Comme je te donnais l'exemple, voilà, les investisseurs, lorsque Warren Buffett a investi, on va dire, dans un Apple, moi-même que je suis investi comment dirais-je, dans un Apple, je suis obligé de savoir ce qui se passe. Pourquoi il y a mon capital dedans. N'importe quelle news qui se passe à un truc, ouais, comme à un moment donné, il y avait Samsung, explosion des batteries de Samsung. Et d'un autre côté, il y avait Apple qui était en train de lancer quelque chose. Je me rappelle, c'était il y a 2 étés d'ici, c'était au mois d'août. Et je n'avais fait une vidéo dans laquelle je me disais, tiens, ici, il y a un trade rapide à faire. Short Samsung et acheter Apple. Et ce trade avait fonctionné magnifiquement. Donc, vous voyez, c'est ça. En même temps, publication d'Apple, sortie du téléphone. Et d'un autre côté, ils avaient le bon catalyseur qui allait permettre encore un plus grand boom. C'était quoi? D'un autre côté, il y avait Samsung qui avait leur batterie de je ne sais plus quel téléphone qui était en train d'exploser, d'un Galaxy 8 ou le 7 ou je ne sais plus trop quoi. Et Apple lançait le iPhone 7 ou l'iPhone 8. Enfin, je ne sais plus c'était lequel, mais bon, voilà. C'était un iPhone qui était en train de lancer, plus une publication trimestrielle. Et bon, ouais, tout était réuni. Maintenant, le but, c'était quoi? Être du bon côté du trade. Mais vous voyez, c'est quoi? Alerte aux infos qui étaient en train de se passer. Et ici, c'est pareil. Ça va déterminer le prochain trimestre. Bon, maintenant, on a le premier semestre qui est fini. Maintenant, on voit ça, ce qu'on vient de voir au niveau des news, ça va déterminer le prochain semestre. Ouais, et une fois que l'on voit ça, on sait ça, et on sait exactement de quoi on parle, c'est quoi ça et ça, maintenant, on finit par regarder, tiens, moi j'étais rentré où, je vois quoi, qu'est-ce qu'il y a par rapport aux positions que j'ai. Donc ici, number one, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord aller regarder notre graphique technique Bitcoin pour voir réellement ce qui se passe avec celui-là. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais c'est le travail que tu dois arriver à faire. Et là, c'est là où beaucoup de personnes se découragent. Ils disent, ah, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire ci, de faire ça? Après, qu'est-ce qui se passe quand tu ouvres ton compte de trade ou ton compte d'investissement? Là, le résultat, il est là. Parce que tu n'as pas fait les choses correctement. Ou on se demande, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça? Non. Le tout ici, la chose étant, c'est quoi? Ce n'est pas de venir être là et de regarder des lignes sur un graphique. Une chose simple et clé qu'il faut se demander. Si c'était juste lire des lignes sur un graphique, alors tous ceux qui font l'analyse technique, ils devraient être devant Warren Buffett dans la liste Forbes. Tout simplement, c'est ça. Si ce qu'on est en train de regarder ici, c'était la clé, il y aurait énormément de personnes qui parlent de day trading et day trading, d'analyse technique. Ils devraient être dans la liste Forbes, au-dessus de Warren Buffett
et de Jeff Bezos en tant qu'investisseur, trader au-dessus des Ray Dalio, des George Soros et de Warren Buffett à la tête, qui sont les trois tops à ce niveau-là, quand on prend le top 20. Ils devraient être au-dessus de ces gars-là. Bah, la raison est qu'il n'y a pas leur nom là. Donc, ça veut dire que c'est quoi? Bah, c'est du pipeau, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Donc le truc qui voit, c'est qu'il y a quelque chose à faire avant. Il y a quelque chose qui manque ici. Et ce qui manque ici, bah, c'est ça. C'est le fait de connaître tout ça et de savoir jongler avec ça. Et surtout après d'avoir la stratégie correcte. Une fois qu'on a tout ça, on fait quoi ici? Au niveau de ça. Mais dans mon compte, dans mon Binance, dans mon wallet, quoi que ça, bah, je fais quoi pour acheter au bon moment? Le 2017, la montée là qu'on a vue, c'est fini ça. Maintenant, c'est un autre type de marché. Surtout maintenant, lorsqu'on voit des institutions qui sont en train de rentrer, il y a un autre type de marché ici. Donc là, il faut être prêt. Parce que notre contrepartie, c'est des Goldman Sachs et ainsi de suite. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. L'investisseur particulier, il est tout seul. Vous avez vu que là maintenant, où ça, là, en Russie, Sberbank et Alpha Bank donnent des services à leurs clients, mais c'est des clients ultra fortunés. Donc c'est dire quoi? La gestion et les commissions sont déjà décomptées. Et ils font de tout pour qu'il y ait, que les clients soient en train de gagner. Le client, il gagne, tant mieux, il reste chez nous et on continue à avoir nos frais de gestion et nos commissions. On ne va pas mettre le client dans un truc dans lequel il va perdre. Donc là, on a des équipes d'analyse qui vont faire le travail au top. On a les quants qui vont nous mettre sur pied un algorithme au top. Et nous, voilà, on va bosser au top. Avec un balancement trimestriel, comme ils l'ont bien dit. Donc vous avez l'article, lisez-le. Ok, donc ici, Bitcoin, on y va. Qu'est-ce qu'on a concrètement? Rappelez-vous, on a vu notre Fibo pour regarder un peu les short selling. Donc commencer ici. Arrivé ici, l'extension totale et là, le retracement. On s'attend à avoir un retracement de 50% et pour le moment, vous voyez qu'on est toujours flat. Donc, on est toujours dans des inside week candles. Donc, on a la bougie rouge ici, la bougie verte qui est un engulfing, la bougie rouge qui est un reversal, mais on reste toujours dans quoi? Dans ce mouvement horizontal. Vous voyez que la bougie rouge ici, on n'est ni au-dessus ni en dessous de la bougie verte et les trois autres journées sont comprises dans ces fluctuations de prix. Donc, on reste dans un mouvement horizontal. On a ce qu'on appelle un drapeau, mais un bearish flag. Vous voyez que le bullish flag, ce serait ceci. Oui, première jambe, mouvement horizontal, deuxième jambe. Et ici, on a un bearish flag on a, ouais, là, on a déjà un bearish flag ici. Deuxième, troisième. Et le tout ici, ça nous forme quoi? Un escalier baissier. Ouais, chaque patron indépendant, ça s'emboîte comme des Lego et ensuite, ça nous fait un plus grand patron. Ouais, donc là, ça, vous voyez, comme ici, on avait notre escalier haussier, mais avant d'arriver là. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on avait ici au top ici? Ben, vous voyez, on a notre épaule, tête et une espèce d'épaule ici. Et on va quoi? On va à la baisse. Une fois que quoi? Ben, qu'on n'est pas allé plus haut que ce niveau-là. Ok? Donc voilà, donc ici, on est dans cet escalier baissier ici au niveau du Bitcoin, oui, en dessous des niveaux qui sont clés. Et maintenant, bah, c'est quoi? Si on fait ce mouvement-là, revenir ici sur ce support et le briser et aller plus bas. Donc là, on s'attend encore à avoir quoi? Des prix plus bas. Mais rappelez-vous, ce qu'on a vu hier, c'était quoi? La clé, c'est ici l'interaction avec les moyennes mobiles. On a déjà une interaction avec 7 jours et ici, on a 15 jours et 20 jours. Donc on attend de voir ceci et probablement un rejet à ce niveau-là. Vous voyez comme on le voit ici. Vous voyez faire ceci et comme ça. Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin. Donc on voit exactement ce qui est en train de se passer. Maintenant, on va aller regarder les 4 cryptos du jour. Ethereum, EOS, Neo et le Cardano. Et à partir de la semaine prochaine, on va rajouter le Zilliqa. Ok, on y va. Alors on commence ici. ETH, USD. Voilà, les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et qu'est-ce que l'on a, nous? Ah, attendez, ici il se passe un truc. Oui, la concentration, c'est la clé. On n'a pas mis le preset weekly. Donc excusez-moi. Voilà. Preset weekly ici. Donc là, on peut déjà voir que quoi, qu'au niveau journalier, c'est la même chose. Hein. Interaction avec la moyenne mobile de 7 jours. Et vous voyez ici 15 et 20 jours qui sont là. Donc là, on peut voir rapidement ceci. Et vous voyez que c'est exactement la même chose, le Inside Week Candle. Donc vous voyez que là, c'est généralisé dans tout l'écosystème. Maintenant, chacun avec ses niveaux de prix différents. Voilà, là, on est au preset weekly. Alors maintenant, on y va. ETH, USD. Voilà, on va regarder ici. L'Ethereum et l'Ethereum c'est pareil. Donc voilà, ici, attendez, on va bouger ça. Donc vous voyez ici, on s'attendait à avoir notre A, notre B et que le niveau C soit ici, qu'on ait un point pivot que l'on monte. Donc excellent que ce soit toujours là parce que là vous voyez que ça n'a pas été fait. On a été rejeté et c'est quoi là, il y a une continuité plutôt de quoi? Bah, du canal baissier que l'on voit ici. Donc notre A, B, C, D ici qu'on espérait voir, eh ben non, tu n'existes plus toi, donc toi on peut te bouger. Mais maintenant par contre on va voir la même chose au, quoi, au niveau baissier. Donc ça c'est pas là. Donc avec là ce qu'on avait gardé la semaine passée, c'était pas là. Et ici avec ce petit doigt ici, bon on va quoi? On va voir si on l'aura au niveau ici de la moyenne mobile de 104 semaines. Voilà, voilà.
Attendez que lui, il veut pas se bouger. Il va se bouger d'ici là tout seul. Voilà. Donc voilà, ici, donc là, bon, là, celui-là, il veut rester avec nous, ben voilà, on va rester là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Le canal baissier que l'on voit on voit la résistance, rejet ici. Vous voyez qu'on avait notre mouvement ici, le Fibonacci. L'inception du mouvement haussier au niveau qui a commencé au mois d'avril, sous-évaluation ici. On a atteint les niveaux des 850 pratiquement, rejet. Et vous voyez que là, on est quoi? 50% de Fibonacci, on est bel et bien en dessous. On est au 78% de retracement de Fibonacci. On a touché ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on avait encore qui était clé? C'était la moyenne mobile de 52 semaines. Regardez bien les spreads, interaction avec toutes les moyennes mobiles jusqu'à 26 semaines. Ici, on a un nuage de moyenne mobile et maintenant, dans ce nuage qui s'est joint à la Fed, c'est la moyenne mobile de 52 semaines. Vous voyez qu'elles sont toutes là. Il n'y a plus de spread maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est un mouvement horizontal. Donc, on peut rester là longtemps. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? La moyenne mobile de 104 semaines qui a fait son apparition ici. Et vous voyez que là, on est en dessous du marqueur des 50. Donc, on est toujours vendeur avec quoi? Avec une divergence, mais on est horizontal. Donc, il n'y a pas d'inclinaison. Donc là, on peut voir quoi? Un mouvement horizontal. Vous voyez, comme on a vu ici. Donc, rester flat. Et là, c'est ce que l'on voit au niveau du prix. Mais on est déjà quoi? On a déjà une clôture en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Et là, ce serait quoi? Continue le mouvement pour venir annuler complètement la hausse. Donc, revenir au 100%, donc à l'inception du mouvement, ici, aux 350 $. Donc, pour le moment, Ethereum, on ne voit réellement rien du tout. Mais on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on s'est posé là au niveau auquel on est? Et là, il faut regarder, tiens, est-ce qu'il y avait une résistance ou un support avant? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ceci. Et si on fait ça, vous voyez que là, exactement, on ne s'est pas posé n'importe où. Et vous voyez qu'ici, on avait ce pointeur qui était venu là. Vous voyez que le pointeur ici, premièrement, nous donnait une indication de point pivot, donc de good morning. Mais après, non, ça a été annulé. Et une fois qu'on annule cette hausse, ici, et qu'on va à la baisse, ce pointeur devient quoi? Un indicateur. Et donc là, vous voyez qu'on est venu clôturer. La semaine passée, on a clôturé là. Et cette nouvelle semaine, on a ouvert là. Et maintenant, on va voir si on va aller plus bas. Donc on a plus bas, c'est quoi notre target? Ce serait arriver ici, à ce niveau-là. Donc là, tout ceci, ça peut encore arriver. Et vous voyez qu'on a la directrice de long terme ici qui est là. Là, on s'est posé là comme support. Et vous voyez que si on perforce là à la baisse, on a les niveaux plus bas. Niveau clé ici, c'est quoi? Les 300. Donc là, voilà, si la baisse continue et qu'on annule le mouvement haussier du mois d'avril, ça, c'est les niveaux qu'on doit avoir en tête pour l'Ethereum. Et ça, c'est tout à fait possible. Il y a de fortes probabilités pour qu'on voit cela. OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est Ethereum. On voit que malgré ce qu'on a vu, oui, qu'il y avait un article qui disait ici, oui, lorsqu'on avait la SEC qui avait pris la décision de dire que Ethereum n'était pas une sécurité, on a vu quoi? On a vu la légère montée, c'était quelque part ici. On voit que ça n'a rien fait. Ça n'a réellement rien fait. Pourquoi? Là, c'est bien. C'est quelque chose que l'on savait déjà. Pour moi, je vois ça un peu comme du théâtre. Hein. Donc, voilà, c'est ça. Pour qu'il y ait quelque chose à mettre dans les news, mais on s'en fout. C'est pas ça le plus important. Le plus important ici, c'est la technologie qui est derrière. Où on est le Casper, où on est le sharding. Parce que ça va, rappelez-vous que ça, c'est la porte et c'est le pont vers la nouvelle économie de demain. Donc, il y a des applications, des business qui vont être créés dessus. Et ça, c'est plus important que ce qu'en pense la SEC. Vous voyez que ça a commencé avant la SEC. La SEC, c'est juste là, c'est une parodie théâtrale qui est là pour faire parler, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, pour valider le travail de certaines personnes là-bas à Capitol Hill, vu qu'ils n'ont rien à faire. Alors maintenant, tiens, on va parler des cryptos, c'est intéressant, c'est pas mal. Mais d'un autre côté, il y a une véritable économie à faire derrière. Il y a des véritables business. Et là, je m'en réfère à quoi? Vous n'avez pas un Microsoft qui met 7,5 milliards là comme ça. Ils n'ont pas attendu que la SEC vienne déclarer ci ou ça. Ils sont venus, boum, on a acquéri GitHub et on continue à investir dans des startups et ainsi de suite. Vous voyez qu'on ne les a pas attendus pour faire tout ça. Les milliards, les millions sont déjà là. La Sberbank là-bas n'ont pas attendu, ni ainsi de suite. Ni Goldman Sachs n'a pas attendu pour acheter Poloniex et Circle et ainsi de suite. Ils n'ont pas attendu. On n'a pas attendu pour mettre de l'argent à Coinbase, on n'a pas attendu pour faire les ETF, pour le Grayscale, pour faire le consensus, on n'a pas attendu la SEC. Donc là, ce n'est que du théâtre. Et ça va pas avancer, ça va pas arrêter l'évolution. Maintenant, c'est déjà parti. Vous voyez, la SEC, ça, c'est juste pour justifier ce qu'ils sont en train de faire là pendant le temps qui passe là. Ouais, et ça n'arrêtera rien du tout. Ça n'a pas arrêté Ripple de faire du business au niveau international. Rappelez-vous, c'est international, on ne peut pas les arrêter. Il se passe rien aux États-Unis, tant pis, c'est les investisseurs américains qui vont rater cela et ça va partir. Et comme je vous l'ai dit, le capital est très important. Il y aura des lobbies qui vont mettre la pression aux gars de la SEC pour dire, les gars, ça va maintenant, c'est bon. Et vous voyez, là, ce qui commence à se passer, on dit, laissez Ethereum tranquille. Donc voilà, Ethereum, c'est bon, on l'a laissé tranquille. Après viendra Ripple et le business va continuer. Ok, donc là, voilà, là, on a vu Ethereum. Maintenant, on va au suivant, on va voir EOS. Donc EOS, on a pas mal de choses ici sur lesquelles on va revenir. Donc là, ce sont des choses que l'on suit déjà, on va dire, de manière hebdomadaire. Donc là, si c'est la première fois que vous voyez ceci, je vous invite fortement à regarder les vidéos qu'on avait en archive. Comme ça, vous allez voir, tiens, comment on en est arrivé là et ce qu'on a vu là. Donc vous voyez que le lancement du EOS ici, on l'a marqué, ça a été là.
Vous voyez que ce qu'on a vu avant le lancement de point A ici, donc depuis la mi-mars, cette grande montée, on a dépassé les hauts qu'on avait, on a créé un nouveau haut historique et depuis là, on a commencé à baisser. Comment est-ce qu'on voyait la baisse? Déjà, numéro un, rappelez-vous, comme je dis toujours, on a déjà, un, le patron passé. Numéro 2, c'est quoi? Plus que le patron passé, on regarde l'interaction au niveau du price action, trop éloigné des moyennes mobiles. Donc là, on voit que c'est ultra spéculatif, atteint ici pratiquement la zone, avec une des moyennes mobiles du stochastique, la zone de surévaluation. Il faut qu'on ait une correction. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître les cycles des marchés. Les marchés vont toujours en cycle A, B, C, D, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on a un A, on va avoir un B et on va avoir un C. Et donc là, le C, le plus logique, c'est quoi? C'est l'interaction qu'il y a avec les moyennes mobiles qu'il y a. Et vu le spread, eh ben, ça donnait les 10 dollars. Et vous voyez que là, on a quoi? Ici, on a caressé les 10 dollars. Et là, on a une clôture clé aux 10 dollars. Vous voyez que même ici, ce petit rebond ici, juste avant le lancement, bah, ça n'a pas fait grand-chose. Pourquoi? Bah, parce que la technologie n'est pas au point. Vous l'avez vu ici, il y a un gros problème au niveau de la création de ces blocs. Donc, les 21 block producers qui vont être des supernodes, la manière dont ils sont votés pour qu'on les mette là, il y a un gros problème. Et donc là, ça ne s'est pas fait de manière décentralisée. Et maintenant, bah, c'est quoi? Si je dois donner mes clés privées, donc montrer mon proof of stake, montrer que j'ai une participation de X jetons, bah, ça veut dire quoi? Bah, les plus gros stakeholders sont ceux qui vont pouvoir prendre des décisions. Mais vu qu'on veut le garder, on veut avoir une gouvernance entre parenthèses qui est décentralisée, ben même moi, si j'ai un IOS par exemple, ben j'ai au droit au vote. Maintenant, c'est bien que si 1 contre 100, on n'a jamais vu, c'est la majorité qui l'emporte. Donc la majorité, ça va être ceux qui ont quoi? Beaucoup de choses. Donc ici, c'est pour moi, là, on ne va pas rentrer dans les détails, ça fait un autre débat, c'est une décentralisation, on va dire, masquée. Pourquoi? Ben parce qu'il peut y avoir des poules, des personnes qui peuvent dire, bah, tiens, on va prendre une adresse, on va tous envoyer nos iOS dessus, et voilà, on a un gros pool, on a, je sais pas combien de, voilà, on a un grand nombre. Et il suffit qu'il y ait quelques personnes qui fassent ça entre eux, et ça, c'est déjà fait, ça se fait déjà. Et ben ça y est, on a la majorité, et nous on se met d'accord, on vote, et ça ce sont nos intérêts. Rappelez-vous que les blocs producteurs, ce sont les supernodes, et les supernodes, c'est ceux qui maintiennent la blockchain. Donc voilà. Mais maintenant, ben, là, c'est quoi? Ben, il y a un gros problème pour tous ceux qui, un, n'ont pas beaucoup de jetons. Et deux, maintenant, le problème, c'est quoi? Ben, il faut maintenant donner tes clés privées. Et donc ça, c'est quelque chose qui freine pas mal. Donc là, oui, c'est un gros problème. Ils auraient dû y penser avant. Donc oui, ça, c'était les choses. Beaucoup de personnes parlaient de oui, non, le proof of stake, ça va être bien. Oui, proof of stake, c'est bien. Mais comme on a dit, il y a des dangers qui viennent avec le proof of stake. Pourquoi? Ben, parce que c'est ça. On n'a plus les mineurs par rapport au proof of work, mais le proof of stake, c'est ça, c'est ceci, et maintenant, bah, quoi, on a les clés privées des participants qui sont exposés, et ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas le faire, la majorité, moi, je ne le ferai pas. Ouais, moi, je vois un truc pareil, bah, qu'est-ce que je fais? Je dis, IOS, c'est bien les amis, mais je bouge. Je préfère rester au proof of work. Le problème de proof of work, c'est quoi? On va dire la pollution, ainsi de suite et tout ça, l'énergie que ça consomme, mais vous voyez que jusqu'à présent, bah, ça s'est avéré être quelque chose qui fonctionne. Ou trouver autre chose. Ouais, donc là, le débat est ouvert. Même pas question que le débat est ouvert, mais là, on le voit ici. Ces choses-là, ça ne pardonne pas et on va pas voir le IOS décoller. Donc probablement ici, on est bien parti. Pourquoi? Regardez ce qu'on voit ici apparaître, la moyenne mobile de 52 semaines. Donc ici, vous voyez qu'il y a déjà cette petite flèche verte qui est là depuis un bon bout de temps. Et c'est quoi? C'est notre support de canal haussier à long terme. Et donc là, ici, la réalité est qu'on peut venir se poser ici, entre les 8 dollars et les 6 dollars. Donc là, s'attendre à voir ce mouvement. Et là, maintenant, au lieu d'avoir un A, B, C, D haussier comme on avait, maintenant, ce qu'on aurait, nous, ici, c'est quoi? C'est ça. C'est un A, B, C, D baissier. Et venir se poser ici. Donc ça, c'est le niveau ici clé. Vous voyez, ça, là, comme ceci. Voilà. Pratiquement, on va dire les 7 dollars. Donc, on a une fenêtre entre les 8 dollars et les 6 dollars. Et on a la moyenne mobile de 52 semaines là. Stochastique ici, on repénètre la zone de sous-évaluation avec une divergence. Et pourquoi pas replonger dans la zone de sous-évaluation comme c'était le cas ici. Et à partir de là, repartir. Donc, vous voyez, la clé, c'est se poser ici. Donc là, ça, c'est le niveau qu'on a en tête. On l'a déterminé aujourd'hui. On va voir si on va être en dessous des 10 dollars de manière effective et de manière ferme. C'est-à-dire une clôture en dessous des 10 dollars et voir en combien de temps on va atteindre la zone des 8 et des 6 dollars. Vous voyez qu'on a une fenêtre. La target, c'est 7 dollars, mais 8 et 6. On va se donner 1 dollar de fluctuation à ce niveau-là. Donc là, voilà, c'est fait. On a vu ceci. Maintenant, on va aller au suivant. C'est le Neo USD. Voilà. Et on va finir avec le radar. Et la semaine prochaine, on rajoutera le Silica.
Donc voilà, Neo ici, pareil, hein. Donc vous voyez Neo qui avait une super grande avancée. Et ici, Neo, vous voyez qu'il y avait des patrons dans le canal baissier que l'on voit ici, le canal intermédiaire, donc résistance support de chaque côté pour voir si on avait un support ici. Et là aussi, ça a joué le rôle de support. Vous voyez que là, ça a été validé. Donc ça, ce mouvement-là, c'était le mouvement qu'on avait vu ici, la hausse du mois d'avril. Ben maintenant, vous voyez ici, on s'attendait à avoir quoi? Un point pivot ici à ce niveau. Mais là, non. Et là, c'est quoi? Ben, on voit qu'on est dans cette phase de escalier baissier. Vous voyez qu'on a le support ici, exactement des 45 dollars. Vous voyez là, c'était une résistance ici. Là, maintenant, support. Et là, ici, support. Et c'est quoi? On l'a perforé à la baisse et on va plus bas. Donc là, on s'attend à voir, bah, tiens, est-ce qu'on va pouvoir se poser sur ce support ici? Vous voyez que là, on est dessus. On est de 45, on est passé au support des 35. Si on va plus bas, on a le support des 25. Donc là, maintenant, on va voir où on va. Vous voyez, cette semaine-ci s'ouvre à la baisse. On a la moyenne mobile de 4 semaines ici. Donc on va voir si on va avoir une interaction là et réellement se poser. Donc maintenant, faire demi-tour, voir un patron de demi-tour et ainsi de suite, avoir un point pivot comme c'était le cas ici. Là, c'était un point pivot raté, vous voyez plus ou moins comme ce qu'on a vu ici. Bah là, ce n'est plus le cas. Donc on a toutes les moyennes mobiles avec une inclinaison, elles vont vers le bas, stochastique, zone de sous-évaluation. Et avec quoi? Légère divergence horizontale, donc quoi? Probablement bah, voir un escalier. Donc on va faire une marche ici. Donc c'est-à-dire quoi? Stopper l'hémorragie et probablement osciller comme point de repère avec point de référence, on va dire les 35 dollars et être entre 40 et 35 et 40 et 30. Donc on va osciller comme ça. On va voir exactement bah, jusqu'où on va à ce niveau-là. Mais là, vous voyez qu'on est toujours dans la baisse et on peut aller bien plus bas. On a des niveaux plus bas, les 25 et les 20. Donc là, maintenant, on verra ce qui va se passer ici. Donc ça, on sauvegarde ça. Donc il n'y a pas grand-chose à commenter ici, hein. La baisse, elle est généralisée. Et maintenant, on va finir avec le ADA. Donc on va regarder le, pas DADA, ADA, donc le Cardano. Et rappelez-vous, à partir de la semaine prochaine, on va rajouter le Zilliqa. Et donc voilà, donc Cardano, pareil. Ici, qu'est-ce que l'on voit ici? On est venu 100% annuler le mouvement haussier. Donc vous voyez le mouvement aussi qui a commencé ici en avril, boum, monté là, le point pivot là, on est arrivé ici, vous voyez la petite pause aussi ici, pourquoi atteindre la moyenne mobile de 4 semaines, ensuite continuité, et là voilà, on est pratiquement au niveau d'annulation de ce mouvement haussier, donc c'est les 13 et les 12 cents, on est là. Vous voyez qu'ici on s'était maintenu en horizontal sur le marqueur des 50 du stochastique, on a replongé en dessous avec divergence, et maintenant ben, on va voir si on va continuer cette course à la baisse et replonger plus bas donc en dessous des 50 avec confirmation, donc toujours avec divergence, et pourquoi pas réatteindre la zone de sous-évaluation comme où on était au mois d'avril, c'est-à-dire quoi, annuler le mouvement complètement et recommencer à zéro. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez qu'on a un point pivot là, clairement, ici, là où le mouvement avait commencé, donc vous voyez là ici la résistance, le support au même niveau, et vous voyez que ça c'est les niveaux que ces mèches là ont atteint, et c'est de là dont on est parti, donc c'est exactement quoi? Ben, les 12,50. Donc voilà vers où on va. Donc avec tout ce qu'on attendait ici au niveau haussier, ben ça, ici, on peut dire, ben non, ceci n'existe plus. Donc ceci, ça n'est plus. On ne voit plus tout ceci. Voilà, bon, là on aura le temps d'effacer tout ça par après. Donc voyez, ça, maintenant, ben, c'est fini, ça n'existe plus ça. Donc là maintenant ici, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est la baisse qui continue ici. Donc voilà, exactement, c'est ça, semaine encore baissière. Et on va continuer encore à voir ben, des mouvements baissiers, annuler complètement. En gros, c'est quoi les mouvements haussiers qu'on a eu au mois d'avril? La baisse au mois de mai, ça s'est calmé un peu début juin, mais maintenant on va voir ben, vraiment ce mois l'annuler complètement. Donc vous voyez ici, ça brise complètement la théorie de mois de mai, consensus, on est haussier pendant le consensus, et après, dans les 2 mois qui suivent le consensus, on est en train de monter, on va plus loin. Ben non, rien du tout ici. Mais ici, il y a des bons fondamentaux, il y a des choses clés au niveau des cryptos, donc des alliances, des partenariats qui sont faits pour augmenter la technologie, ainsi de suite, et améliorer la qualité des services, rapidité, les transactions, tout ce que vous voulez, mais ouais, que ça, c'est pas assez, et avec qu'il y a pas mal de problèmes, des choses qui étaient positives sur papier, levée de 4 milliards comme le cas de IOS, mais maintenant, dans le monde réel, bah tiens, problème. Ouais, que malgré le POS et le DPoS, donc Proof of Stake et Delegated Proof of Stake et ainsi de suite et tout ça, c'était bien sur papier, mais maintenant, bah voilà, problème. Et là, beaucoup de confusion, donc on va voir ce qui va se passer dans le long terme, ça reste haussier. Pourquoi? Parce que ce sont des bonnes technologies, il y a des choses qui sont bien, mais vous voyez que les problèmes de gouvernance et les soucis, les bugs qui surviennent au quotidien, bah, c'est ça. Et ici, on est dans un monde où l'information va très vite et le capital aussi peut bouger rapidement. Et donc, dès qu'il se passe quelque chose, ça ne pardonne pas. Je vous ai donné l'exemple avec Samsung et Apple. Et donc, voilà, ici, directement, vous avez vu ce qui s'est passé ici directement. Et donc, directement, dès qu'on voit ce genre de choses, c'est là maintenant qu'il y a des outsiders, donc on va dire les Cardano, les Neo,
c'est comme des piranhas, c'est comme des requins, on sent le sang, on va venir t'achever. Mais bon, ça va être dur quand même d'achever des grands monstres, on va dire, comme l'Ethereum, ainsi de suite. Mais c'est quoi? Au lieu de venir les achever, ben, on va prendre une partie de notre capital et on va le mettre dans des projets qui, eux, ont prouvé qu'ils peuvent faire quelque chose. Et là, c'est quoi? Zilliqa. Entrer en matière comme ça, rapide, du jour au lendemain, boum, arriver là. Mais c'est quoi? Bah tiens, ce que toi, tu essayes de faire, ben non, là. On n'a pas tes ressources, on n'a pas ta couverture médiatique, mais regarde, non, là, et c'est fait, et c'est concret. Donc là, on a vu quoi? Migration de capital pour entrer dans le Zilliqa et dans d'autres projets qui font du bien. Donc vous avez vu leur performance trimestrielle. Donc là, on sait c'est quoi cela. Donc voilà. Donc là, que la compétition est rude déjà dans le top 10. Mais au-delà de ça, ça continue aussi. OK? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc moi, vous savez exactement, vous pouvez me retrouver au www.jtune.com pour avoir accès aux services et aux solutions. Donc les vidéos modules d'initiation, les consulting one-on-one, les solutions actives, les global culture research et les consulting à la carte. Vous avez toutes les informations de contact. Donc contactez-moi et on va mettre cela en avant. Ou bien bah, si déjà vous avez déjà eu accès à cela et que vous avez déjà réservé vos places et ainsi de suite, et ben là, ben, dès que c'est confirmé chez moi, ben, on revient vers vous et on travaillera ici ensemble, ok, afin d'améliorer tout ce que vous êtes en train de faire. Donc un grand merci à tous, vous passez une excellente journée. Encore un grand merci à Nadi et un grand merci à Johan pour leur contribution au niveau des news, hein. Donc là c'est excellent, bah, c'est ça que l'on doit faire, on doit avancer, on doit savoir dans quoi on est investi et être discipliné et régulier et constant de faire ça au quotidien. Pourquoi? Rappelez-vous, bah, votre argent il est constamment dans les exchanges, dans les wallets, ainsi de suite, et donc vous devez être constamment en train de savoir ce qui se passe avec vos investissements. Tout simplement, c'est ça. Ok? Bon, passez une bonne journée et nous on se retrouve demain. Excellent début de semaine, bon lundi et à demain. Bye bye.